Elle donne son bébé à son amie pour l'élever, mais celle-ci le vend à des trafiquants. La nuit était tombée sur le quartier de Surulere, et dans la petite pièce éclairée par une lampe à pétrole, Adaeze pleurait en silence. Son bébé, Emeka, dormait dans un vieux couffin en plastique, enveloppé dans un pagne délavé. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux avaient déjà vu trop de choses. Le père de l'enfant, Chuka, l'avait abandonné dès qu'il avait appris sa grossesse, prétendant qu'elle avait voulu le piéger. Sa famille, très chrétienne et conservatrice, l'avait renié. Depuis, elle vivait dans la maison délabrée que lui avait laissée sa grand-mère, avec à peine de quoi manger chaque jour. Les pleurs du bébé s'étaient intensifiés ces derniers jours. Malade, amaigri, il avait besoin de soins, de médicaments, de nourriture spéciale qu'Adaeze ne pouvait pas s'offrir. Elle avait frappé à toutes les portes, les voisins, l'église, même les ONG. Mais tout ce qu'on lui offrait, c'était des promesses. Et les promesses ne remplissent pas le ventre d'un enfant affamé. Un soir, alors qu'elle pensait sérieusement à abandonner son bébé devant un orphelinat, sa meilleure amie Ifeoma lui rendit visite. Ifeoma, vive, joyeuse, toujours bien habillée, semblait n'avoir aucun problème dans la vie. Elle travaillait dans les affaires, disait-elle vaguement, et roulait parfois dans une petite Toyota Corolla qu'elle disait appartenir à son patron. Voyant Adaeze au bord de la dépression, Ifeoma lui prit la main. « Adaeze, ma sœur, tu ne peux pas continuer comme ça. L'enfant va mourir et toi aussi. Donne-moi ton fils. Laisse-moi l'élever. J'ai les moyens. Je peux lui offrir une bonne vie, des soins, une éducation. Toi, tu peux revenir sur pied, travailler, et un jour, tu le récupéreras. » Le cœur d'Adaeze se serra. Donner son enfant? Mais c'était Ifeoma, sa sœur de cœur depuis l'université, celle qui l'avait aidé à fuir un ex violent, celle qui l'avait hébergée 1 mois quand elle avait été chassée de chez elle. Elle n'avait aucune raison de douter d'elle. Le lendemain, après une longue nuit sans sommeil, Adaeze remit Emeka à Ifeoma, les larmes aux yeux, le cœur en miettes. « Prends soin de lui, je t'en supplie. » Ifeoma sourit, embrassa le front du bébé et lui dit « Tu peux compter sur moi. » Pendant les premiers jours, Ifeoma envoyait des messages à Adaeze. « Il va bien, il dort beaucoup. » Ou encore « Il a pris un biberon entier ce matin. » Mais au bout d'une semaine, les messages se firent plus rares. Puis plus rien. Adaeze, inquiète, commença à appeler. Ifeoma ne répondait pas. Elle se rendit chez elle. L'immeuble était fermé, personne ne répondait. Elle attendit plusieurs heures devant, interrogeant les voisins. L'un d'eux finit par lui dire que la jeune femme avait déménagé il y a quelques jours, en disant qu'elle partait à Abuja pour une grosse opportunité. Un frisson glacé traversa Adaeze. Son cœur battait fort. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle se rendit au commissariat le plus proche, espérant obtenir de l'aide. Mais là, elle fut confrontée à la lourdeur du système. « Tu lui as donné ton bébé? Volontairement? Et tu n'as pas de preuves? Pas de papier ?» Elle retourna chez elle, brisée, confuse, remplie d'angoisse. Elle n'arrivait plus à dormir. Chaque bruit la faisait sursauter. Et puis un jour, en fouillant dans une vieille boîte de souvenirs, elle tomba sur une photo. Elle et Ifeoma, posant ensemble dans un marché de Lagos. Une idée folle lui traversa l'esprit. Elle prit cette photo et se rendit chez un journaliste local, Monsieur Akin, connu pour son blog sur les injustices sociales. Elle lui raconta tout. Il écouta, silencieux, puis il lui demanda la photo et elle partit. Quelques jours plus tard, un article apparut. Bébé disparu. Une jeune mère accuse sa meilleure amie de trahison. La population était abasourdie. L'article fit du bruit. Pas tant pour retrouver le bébé, mais parce qu'il révélait les failles du système. Les trafics, les enlèvements d'enfants, les adoptions illégales. Une ONG contacta Adaeze. Une enquêtrice, Halima, commença à l'interroger plus sérieusement. Quelques semaines plus tard, Halima revint avec des nouvelles. Grâce à l'article, une autre femme s'était manifestée. Elle aussi avait confié son bébé à Ifeoma, et ne l'avait jamais revu. C'est alors que le voile se leva. Ifeoma ne travaillait pas dans les affaires. Elle faisait partie d'un réseau bien organisé de trafiquants d'enfants. Leurs méthodes étaient subtiles. Elle repérait des mères en détresse, gagnait leur confiance, puis leur promettait d'élever les enfants, pour ensuite les vendre à des réseaux qui les envoyaient à l'étranger, ou les plaçaient dans des familles riches sans aucune procédure légale. Le bébé Emeka, l'enfant d'Adaeze, avait été vendu à un couple libanais résidant à Cotonou, au prix de $3000. Ils l'ont donné le sac d'argent, et elle leur a donné le bébé de son ami Adaeze. Adaeze sentit son monde s'écrouler. Elle hurla toute tremblante. « Calmez-vous, madame, calmez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans un cadre juridique ici. » Mais quelque chose en elle s'alluma. Une flamme, une détermination.
Elle n'avait plus rien à perdre. Elle allait retrouver son fils, coûte que coûte. Elle décida d'accompagner Halima au Bénin. Officiellement, elle n'avait aucun mandat légal. Mais Halima avait ses connexions. « T'inquiète pas, Adézé. Tu n'as rien à craindre, on arrivera sans problème. Je gère tout. » Elles arrivèrent à Cotonou sous une fausse identité, logeant dans une pension modeste. La mission ? Infiltrer les milieux où les enfants volés étaient parfois revendus, pour voir si le bébé d'Adaez pouvait être localisé. « Mon bébé me manque tellement », disait Adaez. 3 jours après leur arrivée, elles obtinrent une piste. Une informatrice béninoise, nommée Clarisse, une ancienne nourrice ayant travaillé brièvement pour l'un des couples soupçonnés d'adoption illégale, raconta à Halima et Adaez une histoire troublante. « Je ne peux pas jurer que c'est votre enfant, madame, mais il y a quelques mois, un couple libanais est arrivé avec un bébé d'environ 3 mois. Le bébé ne pleurait pas comme les autres. Il avait l'air triste, comme s'il ressentait quelque chose. La femme n'arrivait pas à le calmer. Elle me demandait toujours de l'endormir. Elle fit une pause, puis ajouta « Ce bébé avait une petite tache de naissance, sur la clavicule gauche. Je m'en souviens parce qu'elle me faisait peur. Cette tache, on aurait dit une goutte de sang séchée. » Elles étaient choquées. Adaezé pâlit. « C'est mon enfant. »« Ton fils ?» s'écriait l'informatrice béninoise. « C'est mon enfant, » disait Adaezé. « Mon enfant Emeka avait cette tache-là. » Elle savait maintenant que son fils était en vie. Clarisse accepta de les conduire jusqu'à la villa où vivait le couple. C'était une maison luxueuse à Akpakpa, un quartier huppé de Cotonou. Halima observe les lieux avec des jumelles de surveillance discrètes, notant les allées et venues. « On ne peut pas y aller comme ça, » dit Halima. « Ils ont de l'argent, des avocats, peut-être même des policiers dans leurs poches. Si on entre sans preuve, c'est nous qui finirons en prison. » Mais Adaez était déterminé. « Je m'en fiche. Je vais le prendre, même si je dois m'introduire chez eux la nuit. » Halima soupira. Elle avait vu ce regard chez d'autres mères. Un mélange de douleur et de rage, incontrôlable. Elle prit une décision risquée, contacter un de ses anciens collègues à l'ambassade nigériane. Ensemble, ils montèrent un dossier rapide à présenter aux autorités béninoises. Mais entre-temps, Adaezé ne put attendre. Une nuit, elle retourna seule à la villa, se cacha dans les buissons et attendit. Quand la lumière du salon s'éteignit, elle escalada discrètement le portail arrière. Son cœur battait si fort qu'elle crut que les chiens allaient l'entendre. Mais il n'y en avait pas. Elle avança, pieds nus, et trouva une fenêtre entr'ouverte à l'arrière. Elle se faufila. Elle entra dans une chambre sombre. Et là, elle le vit. Un petit garçon, endormi dans un lit d'enfant, des jouets étrangers autour de lui. Son teint avait changé. Il avait un peu grossi, mais c'était lui. Elle le savait. Son cœur le savait. Elle avança, tremblante, et tendit les bras. Mais soudain, une lumière s'alluma. Elle était stupéfaite et ne savait comment elle allait faire maintenant. Tout ce qui était dans sa tête, c'était de sauver son bébé. « Qui êtes-vous » cria une voix masculine. Un homme en pyjama était dans le couloir, un téléphone à la main. « Sécurité ! Sécurité !» Adaezé prit Emeka dans ses bras et courut. Elle fonça vers la fenêtre, mais une alarme retentit. Les lumières extérieures s'allumèrent. 2 gardes arrivèrent en courant. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle courut vers la clôture, tenant l'enfant contre elle, enjamba le grillage malgré les barbelés qui lui griffèrent la jambe. Elle courut encore, pieds nus sur le gravier, jusqu'à la ruelle où Clarisse l'attendait avec une moto. « Monte vite !» Elles partirent à toute vitesse, le bébé contre elle, hurlant de peur, mais vivant. « Accélère, accélère, ils ne doivent pas nous rattraper, sinon nous sommes morts. »« T'inquiète, je maîtrise la conduite, ils ne peuvent pas nous rattraper », disait Clarisse la béninoise. Halima les retrouva dans une pension plus tard cette nuit-là. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle, furieuse. « Tu veux sauver ton enfant pour qu'il grandisse sans mère ?» Mais Adaezé n'écoutait pas. Elle berçait son fils, murmurant doucement des chants que sa propre mère lui chantait. 2 jours plus tard, grâce à l'aide de l'ambassade, Adaezé et son bébé furent rapatriés au Nigeria. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le couple libanais porta plainte pour enlèvement. Un avocat bien payé déposa une requête devant un tribunal international, arguant que l'enfant leur avait été légalement confié par une agence d'adoption privée. L'affaire fit scandale. Les médias nigérians et béninois s'enflammèrent. Le nom d'Adaez se retrouva sur toutes les lèvres. La mère sauvage qui avait enlevé son propre fils. Mais Halima n'abandonna pas. Elle travailla jour et nuit pour remonter la chaîne de l'adoption illégale. Et un jour, elle trouva une preuve décisive. Un reçu d'argent signé par Ifeoma, prouvant qu'elle avait été payée en liquide pour livrer un nourrisson. Ce document changea tout. Les trafiquants commencèrent à tomber.
un par un. Ifeoma fut arrêtée à Accra, au Ghana, alors qu'elle tentait de fuir vers la Côte d'Ivoire. Elle fut extradée au Nigeria et placée en détention. Le jour du procès, Adaeze se leva devant la cour, son bébé dans les bras, et raconta toute son histoire. La salle était silencieuse. Certains pleuraient, d'autres serrèrent les dents de colère. Le juge rendit son verdict. Ifeoma et ses complices furent condamnés à de lourdes peines. Le couple libanais fut expulsé du Bénin, et une enquête fut ouverte contre l'agence d'adoption. Adaeze, elle, retrouva sa paix. Mais quelque chose en elle était changé pour toujours. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Et pourtant, ce n'était pas encore la fin. Des semaines passèrent. Adaeze vivait désormais dans un abri pour mères célibataires géré par l'ONG de Halima. Son enfant Emeka grandissait, apprenant à marcher, à sourire, à tendre les bras vers sa mère. Mais la paix qu'Adaeze croyait avoir trouvée était fragile. Elle sentait une présence, comme une ombre qui la suivait. Un pressentiment qui ne la quittait pas. Un soir, alors qu'elle marchait à l'abri en rentrant du marché pour acheter du lait, elle sentit qu'on la suivait. Elle se retourna brusquement. Elle ne vit personne. Mais les pas derrière elle s'étaient arrêtés, exactement au même moment. Quelques jours plus tard, la porte de la maison fut forcée pendant la nuit. Rien n'avait été volé, mais le lit de son enfant avait été déplacé. Un avertissement. Halima fut mise au courant. Elle soupira profondément. Les réseaux ne dorment jamais. Même quand tu coupes une tête, il en repousse deux autres. Elle lui révéla une vérité que l'enquête officielle n'avait pas rendue publique. Ifeoma n'était pas qu'une passeuse. Elle était la sœur d'un homme puissant, surnommé le Docteur, cerveau d'un vaste réseau de vente d'enfants, avec des connexions dans plusieurs pays. Togo, Libéria, Cameroun, même Dubaï. Et ce docteur n'oubliait jamais une dette. Adaeze et son enfant furent transférés sous protection, dans une maison discrète à Enugu. Mais cela ne suffit pas. Une nuit, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu crois l'avoir gagné, mais ton fils nous appartient. Rends-le, ou prépare-toi à le perdre encore. » Le numéro était masqué. Le message ne pouvait pas être retracé. Elle était abattue. Tout recommençait. Elle n'avait plus de larmes. Halima prit une décision difficile. Elle demanda à ses contacts dans la sécurité nationale d'enquêter plus en profondeur. Une opération secrète fut lancée. Une taupe infiltrée dans les rangs du réseau informa l'équipe d'Halima que le docteur préparait une reprise de l'enfant et qu'une opération allait se dérouler dans moins de 10 jours. Il n'avait plus le luxe d'attendre. Un agent spécial, un homme silencieux du nom de Dapo, fut assigné à la protection d'Adaeze et de son enfant. Il était froid, méthodique, ancien militaire formé à l'étranger. Il inspecta la maison, renforça les accès, plaça des caméras, coupa toutes les connexions non sécurisées. Mais malgré cela, la nuit du 8e jour, à 2h43 du matin, l'électricité fut coupée. Dapo se leva immédiatement. Il murmura « Restez dans la chambre, ne faites aucun bruit ». Il saisit son arme et descendit l'escalier, lentement. Puis, un bruit sec, une vitre brisée. Et soudain, un hurlement. Adaeze se jeta contre la porte, le cœur battant. Elle entendait des pas précipités, une course dans le salon. Puis un coup de feu. Un cri. Du silence. Elle ouvrit la porte doucement. Dapo remontait, le visage couvert de sang. Ils ont tenté. Mais ils n'étaient que deux. L'un est mort, l'autre s'est échappé. Mais il marqua une pause, posa ses yeux froids sur l'enfant de Adaeze. Il savait tout frapper. Quelqu'un de proche donne des infos. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Halima convoqua tous les employés de l'ONG. Un à un, ils furent interrogés. Et c'est alors que la vérité éclata. Clarisse, la nourrice qui les avait aidés au Bénin, travaillait en fait pour le réseau depuis le début. Elle avait joué double jeu, aidant Adaeze pour mieux guider les trafiquants vers elle. Elle avait disparu. Halima devint obsédée. Elle organisa une traque souterraine, appelant ses contacts à l'étranger. Elle voulait faire tomber le docteur, une bonne fois pour toutes. Mais ce dernier était un fantôme. Pas de photos, pas de nom officiel, pas de dossier. Les rares personnes qui avaient tenté de le trahir avaient tous disparu. Et puis, un jour, une vidéo fut envoyée à Halima. Elle était très choquée. C'était Clarisse, ligotée, battue, le visage tuméfié. Elle pleurait. « Je ne voulais pas, je n'avais pas le choix. Mais dites à Adaeze qu'il ne s'arrêtera jamais. Jamais. Il veut l'enfant parce qu'il est spécial. Il a du sang rare. Il le veut pour un rituel, un contrat. S'il réussit,
Il deviendra invisible, intouchable. Puis, un homme s'approcha dans la vidéo. Son visage était flou, mais sa voix était calme, glaciale. On peut toujours pardonner, si l'on est respecté. Dis-lui qu'elle me le donne, volontairement. Ce sera moins douloureux. La vidéo se coupa. Hadès, elle, à son tour, en regardant la vidéo, était choquée. Elles étaient bouleversées. C'est quoi ça? C'est pas juste du trafic? C'est quoi cette histoire de rituel? Disait-elle. Halima resta silencieuse un long moment, puis répondit. Il y a un monde derrière les apparences. Des gens qui mélangent pouvoir politique, argent sale et occultisme. Des gens prêts à tout. Adaeze comprit à cet instant que ce qu'elle affrontait n'était pas simplement une mafia d'enfants. C'était un culte, une force ancienne, enracinée dans les ténèbres, et qu'elle venait d'y entrer, seule. Mais elle ne céderait pas. Elle jura de protéger Emeka, son enfant, même si elle devait affronter le diable lui-même. Depuis cette nuit où la vidéo de Clarisse était apparue, Adaeze ne dormait plus. Son visage s'était creusé. Ses yeux, grands ouverts même dans l'obscurité, ne clignaient presque plus. Elle vivait avec un seul instinct, survivre, protéger son fils, et frapper avant qu'il ne le fasse. Halima tenta de la raisonner. Tu n'es pas seule, Adaeze. Tu as Dapo, tu m'as moi, tu as tout un réseau qui te protège. Mais Adaeze savait que ce n'était pas suffisant. Elle le sentait dans ses entrailles. Si le docteur était vraiment ce qu'on disait, alors aucun mur ne le retiendrait, aucune loi, aucun garde du corps. Une nuit, alors qu'elle berçait son enfant Emeka, une vieille femme frappa à sa porte. Elle était ridée, pieds nus, en boubou rouge, les yeux vitreux. Dapo voulut l'éloigner, mais elle cria d'une voix grave. « Je suis venue de loin. Je suis venue parce que le sang parle. Le sang de ton enfant m'a appelé. » Adaeze, surprise, se leva et cria. « Qui êtes-vous » La vieille femme se retourna pour un long moment, puis dit calmement. « Je suis Ezenwani, la mère des secrets. Tu ne peux pas vaincre l'ombre sans connaître sa forme. » Elle entra, sans permission, regarda son enfant Emeka, puis ferma les yeux. Ce garçon n'est pas un enfant ordinaire. Il est né un jour d'éclipse, et son sang porte un sceau. C'est ce qui les attire. Ils ne veulent pas seulement l'exploiter, ils veulent l'utiliser comme un portail. L'enfant est allé rapidement se cacher. Halima, sceptique, recula légèrement. « Vous parlez comme une prêtresse. » La vieille fit un signe de la main. « Je suis plus vieille que leur rituel, plus ancienne que leur secret. Si vous voulez sauver l'enfant, il faut retourner là où tout a commencé. » Adaeze fronça les sourcils. « Où » La femme murmura. « Ansuka, chez toi, là où ta lignée a commencé. » Adaeze n'avait pas mis les pieds à Ansuka depuis qu'elle avait été reniée. C'était un village reculé, entre les collines, là où les ancêtres parlaient encore à travers les feuilles, là où les secrets de famille étaient enterrés avec les os. Mais elle accepta. Avec Dapo, Halima et la vieille femme, ils prirent la route vers l'est. Un voyage long, dangereux, où chaque voiture croisée pouvait être une embuscade. À leur arrivée au village, les anciens refusèrent d'abord de parler. Mais à la vue d'Ezenwani, les portes s'ouvrirent. Elle avait un respect ancien, presque sacré. Les vieilles femmes l'honoraient. Les enfants fuyaient à son passage. La nuit même, un cercle fut formé. Un cercle sacré. L'enfant d'Adaeze fut placé au centre. Adaeze à genoux. Ezenwani invoqua les ancêtres. Le vent se leva, et les secrets jaillirent. Le père d'Adaeze, longtemps mort, avait fait un pacte interdit, bien avant sa naissance. Un serment de richesse contre une vie à venir dans sa lignée. L'enfant d'Adaeze Emeka était cette vie. L'enfant promis. Le docteur n'était pas un inconnu. C'était un lointain cousin, un rejeton d'un autre pacte qui avait hérité de la dette. Et maintenant, il venait réclamer ce qu'il croyait lui être dû. Adaeze hurla. « Mon fils n'est pas une dette, il est ma vie. » Un vent glacial souffla. La voix d'un homme résonna dans les collines, sans corps visible. « Tu ne peux pas renier ce qui a été juré. Le sang appelle le sang. Je viens le chercher. Prépare-le. » Ezenwani se leva, tremblante, les mains sur la tête. « Il est plus proche que je ne le pensais. Il est ici. Il est dans ce village. » Un homme apparut, vêtu d'un grand tissu noir, son visage voilé, ses mains ornées de bagues en ivoire. Il ne parlait pas. Il avançait simplement. Ezenwani cria « C'est lui! C'est le docteur !» Les anciens fuirent. Dapo tenta de tirer, mais son arme refusa de fonctionner.
Le métal chauffait dans sa main, comme si le feu lui répondait, et il lâcha l'arme. Adaeze serra Emeka, son enfant, contre elle et courut, pieds nus, dans la forêt. Les branches lui lacérèrent le visage. Mais elle courait. Le docteur la suivait. Lentement. Il ne courait jamais. Il n'avait pas besoin de courir. Chaque pas qu'il faisait, la forêt devenait plus froide. Les animaux se taisaient. Le monde retenait son souffle. Mais alors qu'il tendait la main pour l'atteindre, un chant éclata dans les arbres. Des voix anciennes, des voix de femmes, les mothers, des centaines de voix, des ancêtres, des mères mortes, des protectrices oubliées. Ezenwani les avait réveillées. Le docteur s'arrêta. Le sol trembla. Les arbres craquèrent. Le feu jaillit des racines. Adaeze s'effondra au sol, tenant Emeka. Une lumière aveuglante les entoura. Le docteur hurla, pour la première fois, un cri d'homme et de bête. Puis, tout disparut. À l'aube, Emeka dormait paisiblement. Adaeze ouvrit les yeux. Elle pensait que ce n'était pas encore terminé. Le calme était revenu sur Nsuka. Les jours passèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Adaeze dormait profondément, Emeka serrée contre elle. Ezenwani avait disparu sans prévenir, comme une ombre repartie vers le monde des esprits. Le pacte était rompu. Le combat était terminé. Des années passèrent. Adaeze créa une fondation pour les mères en détresse. Sa vie avait changé, et elle est devenue maintenant une femme richissime et indépendante. Halima devint ministre des Affaires sociales. Ses 2 gardes de corps étaient toujours à ses côtés, car plusieurs personnes voulèrent sa tête sur un plateau en or. Dapo, quant à lui, retourna dans l'ombre. On ne l'a plus jamais revu. Emeka grandit. Il avait maintenant 14 ans. Il rêvait devenir un grand footballeur. Très fort et intelligent. Toujours curieux. Un jour, il demanda à sa mère, « Maman, où est mon père? Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Nous a-t-il abandonnés ?» Adaeze sourit, le regardant longuement. « Ton père ne t'aime pas et il ne nous a jamais aimés. Moi, je suis en même temps ta mère et ton père. Tu peux m'appeler maman comme tu peux aussi m'appeler papa. Je serai toujours là pour toi car je t'aime. Il faut toujours dire la vérité, peu importe la situation. Le mensonge a de très courtes jambes. » Elle le serra contre elle, regardant l'horizon. Le passé avait laissé ses marques, mais l'avenir, lui, était à écrire.